En fait, plusieurs choses. C'est un avenir à bâtir, comme vous voyez le thème de la rencontre de ce soir, un avenir à bâtir. Et on va parler de complexe aquatique, de centres multifonctionnels, de la passerelle et des places publiques. Donc, un programme très chargé qui, à voir le nombre de personnes qui sont inscrites et ce sont des sujets qui vous intéressent. Je m'appelle Pierre Tessier et je suis un facilitateur indépendant, c'est-à-dire que l'arrondissement a retenu mes services pour animer cette séance d'information et mon rôle sera particulièrement important pendant la période d'échange et de questions. Et cette rencontre ce soir, bien, elle a pour but de vous informer sur le projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, centre aquatique, passerelle, centre multifonctionnel, complexe aquatique, donc des sujets qui vous intéressent et aussi évidemment de répondre à vos questions. Il y a plusieurs intervenants et il y a plusieurs professionnels là, qui sont avec nous ce soir et j'aimerais les mentionner. Tout d'abord, il y a la mairesse de l'arrondissement de Verdun, Mme Marie-André Mauger, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Mme Mauger. Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va vous entendre tantôt. On va vous laisser la parole tout à l'heure. Il y a également Mme Véronique Tremblay. Bonsoir, Mme Tremblay, qui est avec nous. Bonsoir, Oui, M. bonsoir. Tessier. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir. Il y a également M. Benoît Gratton qui est avec nous. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, M. Tessier. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Kayla Monroe qui est avec nous également, qu'on veut saluer. Est-ce qu'elle est avec nous? Oui, bonsoir, on vous entend. Alors, donc, écoutez, on a des présentateurs, évidemment, en plus des élus qui sont avec nous ce soir, notamment Jean Cardin, qui est ingénieur, chef de division, division des études techniques à l'arrondissement de Verdun, qui est avec nous. Frédéric Saint-Louis, qui est conseiller en aménagement, division de l'urbanisme. Et Patrick Léveillé, qui est chef de division sport, loisirs, développement social, qui est avec nous. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient peut-être avec nous un peu plus tôt, la rencontre de ce soir, elle est enregistrée. Et elle sera disponible sur la chaîne YouTube de l'arrondissement dans les prochains jours. Là. Et vous pouvez donc, si vous le voulez, fermer vos caméras si vous le souhaitez. Évidemment, si vous voulez garder la caméra ouverte, il n'y a aucun problème non plus. Donc, la rencontre ce soir va se dérouler de la façon suivante. Ce n'est pas très compliqué. Tout de suite après mon introduction, je vais laisser la parole, le mot de bienvenue officiel à Mme la mairesse, Mme Marie-André Mauger. Et ensuite, je vais céder la parole à nos présentateurs, c'est-à-dire Frédéric Saint-Louis, Patrick Léveillé et Jean Cardin. Une présentation qui devrait prendre environ une trentaine de minutes. Et on va enchaîner tout ça avec la période de questions qui, elle, va durer à peu près une soixantaine de minutes. Là. Donc, on vous demande évidemment de garder vos questions pour cette période de la soirée. Quelques consignes peut-être avant, si vous êtes plus ou moins familier ou familière avec ce genre de séance d'information virtuelle. Ben, vos micros sont éteints par défaut durant toute la séance. Le module clavardage est également fermé ce soir et par politesse, évidemment, seules les questions dont les gens sont identifiés seront lues. Donc, on vous demande évidemment de bien vouloir bien vous identifier pour que je puisse, moi, vous appeler par votre bon nom. Et on me dit à l'instant, effectivement, qu'il y a Mme Céline Audrey Beauregard qui est également avec nous, que j'ai oublié de mentionner. Je m'en excuse, Mme Beauregard. Bonsoir. Vous êtes toutes pardonnées, M. Tessier. Bonsoir Ah, ben, à vous tout êtes le gentil, monde. merci. Bonsoir, merci d'être là. Donc, évidemment, par politesse, évidemment, seules les questions dont les gens sont identifiés seront lues, comme j'ai dit tantôt, et on vous demande de bien vouloir écrire votre nom tout de suite si jamais ce n'est pas fait, pour écrire votre nom pour savoir bien vous identifier. Alors, donc, seules, évidemment, les questions en lien avec la présentation de ce soir seront répondues, et bien sûr, on demande à tous les participants, citoyens comme professionnels de l'arrondissement, ce qui devrait être le cas, de demeurer respectueux tout au long de la période d'échange. Donc, aussi, il y aura un seul tour de parole par personne. Je tiens à le préciser, je vais le répéter tout à l'heure lorsqu'on sera rendu à la période de questions, mais comme il y a beaucoup de monde, on veut donner la parole à tout le monde ce soir, on veut donner la chance à tout le monde d'intervenir. Donc, il y aura une seule intervention par personne. Donc, ce ne sera pas possible de revenir une deuxième fois. Et vous recevrez évidemment le lien de la présentation par courriel dans les prochains jours. Note that the presentation will be in French, but you'll be able to ask your question in English if you wish. Je sais également que justement la séance d'information et la présentation, elle sera déposée dans les prochains jours également sur le site montréal.ca/Verdun. Vous pourrez retrouver tout ça là-bas dans les prochains jours. Il y a également un questionnaire qui vous sera envoyé tout de suite après la présentation de la séance d'information ce soir. C'est bien important pour nous d'avoir vos commentaires dans un souci d'amélioration continue. C'est ce qui complète ma courte introduction. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'inviter Mme la mairesse, Mme Marie-André Mauger, à vous souhaiter officiellement la bienvenue, Mme la mairesse.
Oui, merci beaucoup, Pierre. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente de vous voir réunis aussi nombreux. Je sais que c'est une séance qui est attendue. On vous présente une vision d'ensemble de grands projets d'infrastructure, notamment le complexe aquatique, la passerelle, un centre multifonctionnel qui est un nouveau dans l'équation des dernières années. On va vous expliquer d'où ça vient et aussi des places publiques. Donc, c'est tous des projets d'équipement collectif de propriété municipale ou en fait pour la communauté qui sont en développement et non pas des projets qui sont existants. Ce soir, vous l'avez vu, la rencontre, elle est 100% virtuelle. On sait que c'est plus difficile pour certaines personnes de participer lorsque la rencontre est en virtuel, mais en même temps, lorsque la rencontre est en présentiel, on sait qu'on ne rejoint pas tout le monde non plus. Donc, on aime beaucoup aussi le mode hybride. Vous l'aurez vu là, dans les dernières années, on l'a beaucoup utilisé, mais ça ne permet pas aux personnes en virtuel de participer pleinement parce qu'on a des limitations techniques. Donc, on alterne entre les deux avec une préférence, bien sûr, pour le présentiel. Mais aujourd'hui, c'est providentiel. On avait prévu une séance virtuelle et compte tenu de la grève à la STM, et ça évite beaucoup de casse-tête logistique de transport pour nous tous résidentes et résidents de Verdun qui utilisent les transports collectifs, puis aussi pour nos employés. Donc, ce soir, on vous présente une vision pour les prochaines années, voire les 2 prochaines décennies. Vous allez voir, on va faire le point sur le complexe aquatique qu'on attend depuis longtemps. On y travaille, on va faire le point sur d'autres projets. Donc, on veut vous informer, puis on veut aussi vous écouter. Parce qu'on sait que c'est grâce à vos questions, à vos commentaires qu'on va construire ces lieux de vie et qu'on va en faire la meilleure version possible. Donc, on va être là. Nous, vous avez vu, on est quasiment les 7 membres du conseil sur 7 pour vous écouter, prendre des notes et puis on va être branchés jusqu'à la fin pour bien vous écouter. Donc, je vous remercie d'être présent. J'espère que vous profiterez pleinement de cette rencontre et cette présentation. Et je vous retrouve un peu plus tard pendant la période d'échange. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Mme Mauger. Ben, écoutez, on est maintenant rendu à cette fameuse présentation et pour ce faire, j'ai le plaisir de laisser la parole à M. Frédéric Saint-Louis, Patrick Léveillé et Jean Cardin qui, à tour de rôle, feront chacun leur petit bout de présentation. Merci. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée du 11 juin d'information sur, comme a dit Mme Mauger, les 4 éléments à l'écran, c'est-à-dire les 4 équipements collectifs et infrastructures publiques que l'arrondissement souhaite développer au cours des prochaines années, soit le complexe aquatique, le centre multifonctionnel, une passerelle et des places publiques. Le petit sommaire de la rencontre, on passera à travers un contexte de développement dans l'arrondissement. Il y aura la vision du développement des infrastructures mentionnées d'entrée de jeu. Il y aura une vision d'ensemble qui sera exprimée et on terminera avec la période d'échange et de questions qu'on a annoncées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être faire une petite référence à Jane Jacobs, une philosophe et journaliste de l'architecture connue au niveau canadien et américain. Elle a déjà dit ici, un quartier n'est pas seulement une réunion d'immeubles, c'est un tissu de relations sociales, un milieu où s'épanouissent des sentiments et des sympathies. Donc, la vision d'avenir se déroulera jusqu'en 2045. L'arrondissement de Verdun souhaite se doter d'une vision qui guidera le développement de ces grandes infrastructures municipales pour les 20 prochaines années. Sa mission, c'est d'offrir à l'ensemble des Verdunois et Verdunoises des milieux de vie de qualité, adaptés à leurs besoins, tout en assurant une gestion responsable des ressources. Donc, on amorce le contexte de développement. J'ai un petit retour sur la répartition de la population dans l'arrondissement de Verdun. On remarque la répartition pour les années 2016 et 2021 dans chacun des quartiers et pour les Lessards également, c'est détaillé. On voit que du côté de l'île de Montréal, la population est plus ou moins stable avec un quartier légèrement en hausse, Wellington de l'Église, et un quartier légèrement en baisse sur des marchés Crawford. Et au niveau de l'île des Sœurs, le pourcentage augmente légèrement.
Juste un instant, je vais activer ma caméra. Nous avons également ajouté à ces statistiques une population estimée en 2025. On vient de recevoir les chiffres du gouvernement du Québec à 77 665 pour l'ensemble de l'arrondissement. Aussi un petit retour sur les deux principaux secteurs qu'on a en développement dans l'arrondissement, soit le secteur Exune-du-Puy, qu'on voit à gauche de l'écran, le secteur industriel en développement, et également le secteur du PPU de la partie nord de l'île des Sœurs, qui est situé autour de la station du REM à l'île des Sœurs. Les deux secteurs visent essentiellement des transformations à des fins mixtes, c'est-à-dire des bâtiments résidentiels et commerciaux avec différents usages. Aussi, un élément qui va, tout au long de la présentation, être revu, c'est-à-dire l'indice d'équité des milieux de vie. C'est un élément qui va avoir une incidence sur la localisation de certains équipements. Donc, on voulait vous présenter la carte où on voit les secteurs en bleu de ces zones de vulnérabilité qu'on indique à l'écran. Des types de vulnérabilités qui sont plutôt sociales, économiques, environnementales ou liées à la sécurité urbaine et aux ressources à proximité de ces quartiers-là. Donc, on voit ici donc une population qui serait répartie dans ces secteurs d'environ 7 500 résidents pour 11 de la population de l'arrondissement de Verdun. Et cela représente environ 1 du territoire en termes de superficie du territoire de Verdun. Donc, au niveau de la vision du développement des infrastructures, je passe maintenant la parole à Patrick. Merci, Frédéric. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu chacun des éléments de cette vision-là. Les 4 équipements collectifs qui ont été priorisés, comme on le dit plus tôt, le complexe aquatique, le centre multifonctionnel, la passerelle et les places publiques. Ces équipements-là ont été priorisés afin de répondre aux déficits en équipement sur l'ensemble du territoire, mais aussi en réponse aux besoins qui ont été énoncés là, par la population à travers les dernières années, autant à travers divers sondages, consultations ou diverses études. Donc, dans les prochaines minutes, on va vous présenter chacun de ces éléments-là un par un, mais c'est important de noter là, que les images qui sont présentées dans ce document sont des représentations conceptuelles et qu'en aucun cas, elles ne reflètent les projets finaux. Donc, on va débuter avec le complexe aquatique. Donc, comme le dit Mme Mauger, un projet qui est attendu et dont on parle depuis longtemps. Donc, vous allez voir à l'écran, là, justement, une ligne du temps pour les différentes étapes là, qui ont eu lieu par rapport à ce projet-là. Donc, pour débuter, en 2008, il y a un sondage qui a été fait auprès de la population de Verdun où 81 là, des citoyens ont dit être en accord avec la mise en place d'une infrastructure aquatique sur le territoire. Suite à ce sondage-là, l'arrondissement a donné un mandat à la firme Danan Ganou pour faire une étude de faisabilité pour développer un concept de centre aquatique à 2 pavillons. Un premier pavillon au parc Arthur-Thériault et un second de moins grande envergure au parc Elgar, donc pour recouvrir en fait la piscine déjà existante. En 2012, la Ville de Montréal a fait paraître un plan directeur des équipements aquatiques dans lequel il révélait là, que plusieurs parties du territoire étaient en déficit en équipements aquatiques, dont l'arrondissement de Verdun. À la suite de l'apparition de ce plan directeur-là, il y a un plan d'intervention aquatique qui est paru en 2013, accompagné d'un programme de financement pour justement répondre à ces carences en installation aquatique pour développer des nouveaux projets. À la suite de la parution de ce programme de financement, l'arrondissement de Verdun a révisé son projet initial développé en 2009 pour se conformer aux exigences du programme de financement et pouvoir changer son concept en fait à un seul pavillon plutôt que 2 pavillons et aussi respecter les limitations budgétaires de l'arrondissement.
En 2017, on a déposé un dossier d'opportunité préalable, donc afin de prioriser le besoin de Verdun parmi l'ensemble des arrondissements qui ont un déficit en installation aquatique. En 2021, on a eu une petite révision sur les sites potentiels pour un complexe aquatique, puisqu'il y avait le projet d'un développement d'une école une école à l'île des Sœurs, et on voulait voir si c'était possible de mutualiser l'installation avec l'institution scolaire en développement. Donc, il y a eu une réflexion là, approfondie là, sur les sites potentiels pour cette mutualisation. En 2022, l'arrondissement a donné un mandat pour développer une étude de préfaisabilité donc, pour un complexe aquatique. Donc, ça visait vraiment à préciser quels étaient les besoins, à développer des estimés budgétaires, pour pouvoir approfondir notre dossier d'opportunité, donc qui a été déposé pour une deuxième fois en 2022, pour encore une fois démontrer là, que le besoin était criant à Verdun. En 2023, on a voulu boucler la roue sur le projet de 2009, donc sur la possibilité de recouvrir la piscine du parc Elgar, donc en donnant un mandat à la firme Poirier-Fontaine pour réanalyser cette situation-là. Et la conclusion là, était que, considérant les modifications au code du bâtiment depuis 2009, il n'était pas possible de recouvrir la piscine puisqu'il y avait plusieurs non-conformités avec le bassin qui ne permettaient pas là, de faire cette opération. Donc, pourquoi? Quels sont nos objectifs avec un complexe aquatique? Bien, premièrement, vous le savez, il y a un manque d'installation aquatique à Verdun, donc on cherche à combler cette carence-là. Donc, présentement, le 75% du territoire n'a pas accès à une piscine intérieure. On cherche aussi à assurer là, ce service-là pour les zones de vulnérabilité, mais aussi à aller rejoindre l'ensemble des clientèles sur le territoire et de desservir l'ensemble de la population des trois quartiers afin de permettre l'apprentissage de la natation pour tous. Donc, vous voyez à l'écran quel est le concept préliminaire qui a été développé là, dans l'étude de préfaisabilité. Donc, on voit que c'est un concept à deux bassins. Un premier bassin principal de 25 mètres de longueur, 8 corridors de nage, et un second bassin là, qui sert plus à l'apprentissage de la natation avec une pente progressive accessible et la présence de jeux d'eau et de corridors de natation. Le bâtiment serait aussi doté d'une salle multifonctionnelle là, qui permettrait l'accueil d'événements régionaux et la possibilité d'y tenir aussi des cours. Dans les critères qui ont été utilisés pour le choix du site, premièrement, c'est important de mentionner qu'il y a certains critères qui sont essentiels pour être admissibles au programme de financement de la Ville de Montréal. Premièrement, le terrain doit appartenir à la Ville. Secondement, il faut favoriser l'accessibilité par transport collectif et actif. Ensuite, il est souhaité qu'il y ait une complémentarité avec les installations adjacentes là, dans le but de créer un pôle récréo-sportif. Et aussi, comme c'est un programme là, de la Ville de Montréal, il est souhaité que ça puisse répondre à un besoin qui est régional et non seulement local. On souhaite aussi pouvoir se rapprocher des zones de vulnérabilité, là, comme l'a présenté un petit peu plus tôt Frédéric dans la présentation, et aussi que son positionnement soit central sur le territoire pour desservir les trois quartiers. Donc, à la suite de l'analyse de ces différents critères, l'emplacement qui a été confirmé pour le complexe aquatique est le parc Arthur-Terrien. Donc, avec son emplacement à proximité de la station de métro et des différentes pistes cyclables, son accessibilité pour l'ensemble des citoyens du territoire est facilitée. Et de plus, sa proximité avec les installations déjà existantes comme l'auditorium, la plage de Verdun et les différents éléments sportifs du parc en font réellement un pôle récréo-sportif. Sur l'image de droite, vous voyez le cercle en rouge qui représente le rayon de desserte de cette nouvelle installation.
Donc, le souhait avec cette nouvelle installation, on le voit, là, ça permet de couvrir l'ensemble du territoire où, à ce moment-là, tous les citoyens auraient accès à un bassin intérieur. Pour ce qui est du financement, suite à nos dépôts de dossiers préalables, le complexe aquatique a été intégré, donc est donc soutenu par le programme aquatique de Montréal, volet construction. Ce programme-là est intégré là, au plan décennal des mobilisations où une enveloppe de près de 340 millions de dollars est réservée pour financer 4 projets de centres aquatiques dans les zones sous-dotées, dont celui de Verton. L'arrondissement devra toutefois assumer certaines dépenses liées au projet, là, donc des dépenses qui sont non admissibles par le programme, par exemple, les zones de sol contaminés. Pour faciliter là, réduire le fardeau fiscal de la ville, c'est sûr qu'on sera à la recherche de subventions additionnelles. Pour ce qui est des prochaines étapes, donc présentement, nous sommes à l'étape de justification du besoin, donc la première des 4 étapes pour le développement de projets à la ville. Et nous souhaitons, là, dans les prochains mois, passer à la 2e étape, l'étape de démarrage. Par la suite, là, les étapes 3 seraient celles des plans et devis pour appel d'offres, et la 4 qui serait vraiment la construction. Donc, on voit là, vraiment qu'on est en évolution dans ce projet-là. Les prochaines étapes seraient aussi de réaliser des études complémentaires, notamment au niveau de la contamination des sols, et aussi de développer davantage là, notre projet de concept préliminaire tel qu'il était décrit dans l'étude de préfaisabilité. Donc, je vais passer la parole à Jean pour le centre multifonctionnel. Maintenant, en ce qui concerne le centre multifonctionnel, l'objectif, c'est d'offrir un projet qui offre plutôt des espaces intérieurs pour la pratique adaptée à tous les publics. Donc, on veut aussi, là, alentour de ce centre-là, avoir des installations extérieures. On veut ainsi encourager les citoyens de l'arrondissement à adopter un mode de vie actif, à pratiquer des sports, des activités communautaires puis de socialisation. Pour faire ça, on a besoin vraiment d'un terrain assez grand pour obtenir ce résultat, ou plusieurs terrains. L'emplacement qui a été bon, pour ceux qui ne le savent pas, là, la Ville de Montréal a acquis récemment un grand terrain situé sur le chemin du Golfe près de Marguerite-Bourgeois. C'est une excellente nouvelle parce que, premièrement, c'est un terrain qui a été obtenu à un prix raisonnable. Puis aussi, c'est un terrain qui est en position centrale dans l'arrondissement. On est sur le bord de l'eau, mais on est aussi près des centres de l'île des Sœurs et de la partie de l'île de Montréal, de Verdun. Donc, on est aussi près de la passerelle, la future passerelle qu'on va vous présenter dans un deuxième temps. C'est un terrain vacant qui nécessite peu d'efforts d'entretien. On est en attente d'un projet de construction, mais le terrain, on l'a déjà. Il y a possibilité d'en faire un usage transitoire, c'est-à-dire d'occuper le terrain pendant un certain temps, la durée de préparer un projet de centre multifonctionnel. Donc, excusez-moi. Le concept, je vous l'ai dit, c'est un terrain assez grand. Là, en réalité, il y a 79 000 pieds carrés. C'est 105 mètres par 70 mètres de large. Ça permet beaucoup de possibilités. Sur l'image, on voit qu'on s'est amusé beaucoup là, en y plaçant plusieurs équipements collectifs. Évidemment, on ne va pas tout mettre ça, c'est des idées pour le moment. Là. Mais vous voyez sur l'image, il y a un bâtiment qui comprend un gymnase double, des espaces institutionnels et commerciaux, comme un CPE par exemple, des salles multifonctionnelles, des vestiaires, des espaces de bureau. Et il y a devant un aire de jeu pour enfants, une petite scène extérieure. Puis on a mis sur le côté une patinoire extérieure qui pourrait être réfrigérée et même recouverte. Donc vous voyez, c'est un terrain quand même d'une bonne dimension. Le financement des prochaines étapes, on va vous inviter, la communauté, à participer à la définition de l'usage temporaire. Donc, on vous a parlé d'un temps quand même assez long là, pour mettre une installation, comme on vient de vous montrer, ou des installations. Donc, d'ici là, on va avoir là, à occuper le terrain. On veut là, vraiment pas le laisser libre. Puis, en attendant les aménagements permanents, bien, on va y trouver un usage temporaire. C'est un terrain, comme je vous dis, qui ne coûte pas très cher là, pour le maintenir.
Il faut aussi faire, là, comme dans les autres projets, des études complémentaires telles que des études de préfaisabilité pour le bâtiment lui-même, puis aussi toutes les analyses là, géotechniques des sols. Donc, dans chacun des projets qu'on réalise, il faut vraiment là, bien connaître sur quel terrain on est. Présentement, on sait que c'est un terrain là, qui est le sol original de l'île. On a un peu de remblai en rive, mais sinon, c'est quand même un sol de bonne qualité. Nous avons aussi à préparer le montage financier. On n'a pas encore tout l'argent, là. D'ailleurs, on a juste l'argent pour acquérir le terrain qui a été réalisé. Mais on va faire aussi là, ce montage-là et faire approuver le programme par les instances municipales. Donc, autre grand projet, la passerelle. L'objectif de la passerelle, c'est vraiment là, de relier les deux secteurs de l'arrondissement. Là, on a une particularité physique là, de diviser en deux. Donc, Île-des-Sœurs et Verdun, c'est assez rare. Puis, on a entre nous deux un pont qui n'est pas municipal. Donc, c'est un pont fédéral, le pont de l'Île-des-Sœurs. Puis, l'approche d'un des ponts est dans le sud-ouest. Donc, on n'a pas de connectivité directe là, entre les deux parties de l'arrondissement. On passe par un pont fédéral puis on atterrit dans un arrondissement voisin. Le projet, c'est de construire une passerelle que vous voyez dans le bas de l'écran, là. C'est discuté depuis des décennies, depuis le plan directeur du développement de l'Île-des-Sœurs en 1967. On l'avait déjà sur des cartes. À ce moment-là, il n'y avait aucun habitant sur l'île. C'était dit dans l'étude à l'époque que quand l'exploitation de l'île sera suffisamment avancée, un pont sera nécessaire pour relier l'île à Verdun. Donc, on avait déjà la vision de faire là, une passerelle ou un pont à cette époque-là. Puis, l'important, c'est vraiment confirmer dans la planification la démarche qu'on a faite là, pour la partie nord de l'Île-des-Sœurs. Donc, on a étendu la démarche vraiment sur l'ensemble du territoire de l'Île-des-Sœurs. Puis, on a vraiment là, arrivé à une conclusion qu'on devait avoir là, une installation là, comme une passerelle pour faire ce lien-là. À l'époque, on parlait d'un pont routier bruyant là, de 20 mètres de largeur. C'était dédié vraiment aux autos. Maintenant, on est plus dans un projet de passerelle dédié principalement au transport actif. Donc, il y a aussi une possibilité d'utiliser par les services d'urgence. Il y a vraiment deux options possibles. Mais on veut quand même que ça soit vraiment dédié pour le transport actif. La passerelle, c'est une opportunité unique d'accroître la mobilité active entre l'Île-des-Sœurs et les autres quartiers de Verdun et de diminuer la dépendance à l'automobile dans les déplacements internes et externes. Surtout au niveau de l'île, parce que la motorisation à l'île est très élevée par rapport à la moyenne montréalaise. Enquête OD de 2018, là, on parle d'une voiture par le nombre de ménages plutôt qu'il y avait des voitures était de 87 %. Puis sur l'ensemble de l'île de Montréal, on est à 47 %. On comprend qu'on est sur une île, mais il y a quand même une marge importante là, qui peut être comblée par un mode de déplacement comme la passerelle. Pas un mode, mais un lien de déplacement. Puis aussi, dans cette enquête-là, il y a 1 % des déplacements qui étaient effectués à vélo, tandis que la moyenne montréalaise est 3 fois moins élevée. Les déplacements entre les quartiers de l'Île-des-Sœurs et les autres quartiers de Verdun se font en vélo là, par l'intermédiaire du pont de l'Île-des-Sœurs qui est à l'extrémité nord de l'île. Donc, on est vraiment dans une configuration là, qui représente un grand détour pour les usagers. C'est un cadre aussi moins convivial. On est vraiment sur un pont autoroutier. Donc, pour les piétons et les cyclistes, ce n'est pas un endroit intéressant pour circuler. Avec une passerelle qui est uniquement pour le transport actif, il y a un lien anticipé important là, pour ces deux modes de transport-là. Par exemple, présentement, ça prend 45 minutes pour marcher en utilisant un trajet là, par le pont de l'Île-des-Sœurs versus un 12 minutes qui serait là, possible avec un lien plus direct. En vélo, pour le même trajet, là, passer d'un bord à l'autre, des deux centroïdes, c'est 14 minutes actuellement, puis ça prendrait seulement 4 minutes avec une passerelle. C'est un instant, un petit problème technique. Bon.
Le concept, c'est un chenal, finalement, un chenal de l'île des Sœurs. Il y a une largeur d'environ 300 mètres. Pour une largeur comme ça, il y a plusieurs possibilités, là. On peut avoir un pont assemblé, un pont à poutre-caisson, à treillis, à aubin, etc., là. Il n'y a pas de limite vraiment. Ce que vous voyez sur l'image, c'est un pont là, excusez-moi, c'est un poutre à caisson, donc qui nécessite 4 piles dans le fleuve. Je vous dirais que c'est le maximum d'occupation qu'il peut avoir pour un pont pour traverser cette différence, ce chenal-là. Il faut faire par contre un équilibre entre les coûts de construction, les frais d'entretien et la qualité architecturale. Donc, on va avoir quelque chose de beau, là. On ne va pas avoir un élément qui est trop neutre. Donc, c'est un pont qui s'est construit pour le transport actif, comme je l'ai dit, mais il y aurait une capacité là, pour un transport collectif. Donc, ce que ça représente en termes de largeur, c'est 6,6 mètres. Il faut avoir un minimum de 6,6, mais ça pourrait aller jusqu'à 9,6 mètres de largeur pour le transport actif et aussi les services d'urgence. Nous voulons aussi qu'ils soient intégrés là, dans l'environnement. Donc, on est vraiment à regarder aussi tous les autres aspects là, pour le développement durable, l'éco-responsabilité, la transition écologique, puis aussi les normes d'accessibilité universelle et de navigation. Donc, on a quand même un couloir qui est navigable. Il faut être capable de passer en dessous du pont. Pour l'emplacement, on a plusieurs options, là, mais les options qu'on a regardées, la plus intéressante, c'est vraiment l'axe Galt-Marguerite-Bourgeois. C'est de loin l'option la plus intéressante. Premièrement, parce que les considérations d'ordre technique, là, on est dans l'endroit où le fleuve est le plus étroit. On est à peu près à 265 mètres de largeur. On a aussi des deux côtés des terrains publics. Et on a aussi là, des axes routiers qui sont alignés. On parle de la rue Galt et Marguerite-Bourgeois. Ben, c'est déjà un couloir qui a été protégé depuis le début de construction du réseau routier. Donc, c'est l'endroit là, qui est choisi pour la passerelle. La bathymétrie aussi avantageuse. Ce qu'on a à cet endroit-là, c'est qu'on est on peut facilement intégrer le projet dans le paysage, dans l'espace public. Le pont, il faut qu'il soit beau parce qu'il va être vu de la plage, il va être vu en bateau, il va être vu du voisinage, les édifices en hauteur alentour. Puis aussi, à partir de la passerelle, ben, on va pouvoir voir le centre-ville. Donc, on a des vues d'intérêt aussi là, qui peuvent être développées là, pour ce projet-là. Il y a aussi un avantage intéressant au niveau des transports collectifs, là. On a d'un côté le métro qui est accessible surtout par la population de l'île des Sœurs, excusez-moi, de Verdun, terre ferme, et on a du côté de l'île des Sœurs le REM, qui est moins accessible pour une partie de la population. Donc, en mettant une passerelle, on peut rendre les deux modes de transport lourds là, accessibles. Financement et prochaines étapes. On a inscrit ce projet-là dans le programme décennal d'immobilisation par le biais du programme particulier d'urbanisme de l'île des Sœurs. Donc, c'est un jargon là, qui est peut-être un peu dur à comprendre, là, mais on a quand même là, le projet qui est en avance sur d'autres projets de passerelle à Montréal. C'est un montant quand même important là, à financer. On parle de 20 à 50 millions selon l'option retenue. Pour le moment, on a quand même là, un bon espoir là, que ce soit un projet qui se réalise là, dans un horizon là, pas trop lointain. Pour l'instant, on est à étudier le corridor. Là. Il y a des études de faunique floristique qui sont présentement en cours. On a commencé en 2024, puis on va terminer là, ces études-là bientôt. On a aussi cartographié toutes les infrastructures publiques qui sont dans ce corridor-là, parce qu'il y a vraiment plusieurs conduits là, qui passent d'une rive à l'autre pour alimenter l'île, entre autres là, les égouts, l'aqueduc et tous les services publics. C'est tout ça. Je passe la parole à Frédéric. Merci, Jean. Maintenant qu'on a abordé la question des 3 grands équipements collectifs de l'arrondissement pour les prochaines années, on va aussi discuter d'un élément complémentaire, c'est-à-dire les places publiques que l'arrondissement souhaite créer dans les prochaines années. Donc, pour les objectifs de création des places publiques, principalement, on parle de places multifonctionnelles, dans le fond, et des endroits de rassembleur où on pourrait se réunir là, pour soit le moment d'un festival quelconque, là, essentiellement à l'île des Sœurs, là, où il y a un déficit de ce type d'espace-là. On voudrait offrir des infrastructures adaptées aux besoins communautaires, culturels et récréatifs.
Donc, avoir vraiment des espaces multifonctionnels et qui peuvent être utilisés à plusieurs fins. Favoriser la convivialité, la vitalité locale, l'appropriation citoyenne de ces espaces-là publics. Soutenir aussi la tenue d'un marché public structuré et d'activités pour les 4 saisons, là, donc tout au long de l'année. En ce moment, au niveau des places publiques dans ce secteur, plus précisément là, du plan particulier de l'île des Sœurs, on a en cours un aménagement déjà réalisé autour de la station du REM, qui a été réalisé par le partenaire public. Donc, on peut déjà fréquenter cet espace qui donne accès à la station. On a également un second projet qui est le projet d'héritage Champlain, de pont Jacques-Cartier-Champlain, qui est de réaménager les berges qui sont situées tout près de l'estacade du pont Champlain, avec des sentiers et des points de vue, une belle biodiversité et des éléments commémoratifs, même un belvédère pour observer la rive sud de Montréal. Comme troisième élément aussi en cours réalisé, on a certaines interventions légères qu'on fait à la place de la Grande Marguerite, excusez-moi, via le plan de développement économique, donc des activités comme la cabane qui se déroule là. On fait des interventions avec du mobilier temporaire aussi à cet emplacement. Pour les futurs espaces où des places publiques pourraient également voir le jour, ici on a une carte qui présente les emplacements publics sur lesquels la ville pourra intervenir. On a déjà abordé 3 de ceux-ci, c'est-à-dire la place de la Grande Marguerite en 3, en 5, la promenade de pont Jacques-Cartier-Champlain. En fait, c'est 2 espaces qu'on a abordés, puisqu'en 4, on n'a pas abordé l'espace qui se situe sous le pont Champlain et qui est dégagé en ce moment, qui pourra être réaménagé en 4. Et pour finir avec 2 petits espaces qui pourraient être ajoutés dans la partie d'entrée de l'île, la place de la croix, du chemin de la croix de chemin en 1, et la place du commerce, une petite boucle place du commerce qui est en 2. Donc, c'est les emplacements où la ville pourrait intervenir pour faire des aménagements dans le futur, soit avec des partenaires ou directement sur ces terrains. Pour réaliser ces places publiques-là, au niveau du financement et des prochaines étapes, on a déjà au niveau du plan particulier d'urbanisme de la partie nord un budget qui est prévu dans cette enveloppe du plan particulier, donc dans le plan décennal des mobilisations. La réalisation des projets sont tout de même sous réserve des disponibilités financières selon les types de projets qu'on va développer dans les prochaines années. Pour nous, dans le fond, ce qui est important, c'est de poursuivre une collaboration avec les partenaires, soit des partenaires gouvernementaux comme Infra-Canada, PGCCI ou REM, et amorcer l'identification des besoins pour des emplacements futurs qui vont venir, des opportunités aussi qui pourraient se présenter à nous sur les terrains qu'on a mentionnés. Pour la vision d'ensemble, je repasse la parole à Patrick. Donc, maintenant, nous allons vous présenter la vision en résumé pour conclure cette présentation. Premièrement, les éléments qui ont mené ces décisions-là. Premièrement, un petit rappel, le but premier de répondre au déficit en équipement collectif sur l'ensemble du territoire, donc de répondre aux besoins des 3 quartiers, de tenir compte de la répartition de la population, donc 1/3 de la population habite l'île des Sœurs, 2/3 dans les quartiers des marchés Crawford et Wellington de l'Église. Comme on en a parlé plus tôt aussi, on a tenu compte de la proximité des zones de vulnérabilité prioritaires. Et finalement, on a assuré une gestion responsable de nos ressources. Donc, on souhaitait encourager le partage des équipements entre les quartiers, mais aussi avec les institutions scolaires et assurer une saine gestion de nos ressources financières. Donc, vous voyez à l'écran un résumé de cette vision. Donc, en rose, en encadré rose, nos 2 zones de développement principales sur le territoire, donc la partie nord de l'île des Sœurs et le secteur Exine-du-Puy. L'encadré jaune, le site du futur complexe aquatique. L'encadré mauve, le site du centre multifonctionnel. Et la passerelle en rouge qui assurerait la connectivité entre les différents quartiers et créerait ce pôle récréo-sportif.
Donc, ces projets sont pour quelques-uns déjà bien entamés et pour d'autres au balbutiement là, de leur développement. Donc, vous voyez à l'écran un petit peu l'horizon de temps qui est souhaité pour la réalisation. Donc, pour les places publiques et le complexe aquatique, ce qui serait souhaité, c'est une réalisation dans un horizon de 5 à 10 ans. Pour la passerelle, on serait dans un horizon de 10 à 15 ans. Et pour le centre multifonctionnel, sur 15 à 20 ans. Donc, pour conclure, on souhaite vous dire que cette vision de développement des grandes infrastructures collectives va se mettre en œuvre progressivement au cours des prochaines années et que chacun des 4 projets va suivre son propre parcours. Donc, on s'engage à assurer une communication régulière auprès de la population pour informer des progrès de chacun de ces projets et assurer une participation des citoyens au moment clé du développement des projets. Donc, merci beaucoup pour votre attention et on serait à la période d'échange. Et merci également à vous, Patrick. Merci également à Frédéric et Jean pour cette présentation très complète. Là. Merci beaucoup. Très intéressant comme vision, comme projet. Effectivement, nous sommes rendus à la période de questions et évidemment, les intervenants vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes. Avant de commencer, j'aimerais quand même peut-être rappeler quelques petites règles qui sont inhérentes au bon déroulement de cette portion de la rencontre. Évidemment, on vous demande de respecter les opinions des autres et des présentateurs, évidemment. On vous demande de limiter votre intervention à une question et une sous-question, donc par personne, pour donner évidemment la chance à tout le monde de pouvoir intervenir. Donc, il y aura un seul tour de parole. Donc, on vous demande évidemment d'être assez concis. Les questions doivent être concises, idéalement. Donc, maximum peut-être 2 minutes par intervention au total, donc avec une question et une sous-question. Évidemment, seules les questions en lien avec le sujet de ce soir seront acceptées. Écoutez, on vous demande tout simplement d'être patient si jamais il y a beaucoup de gens qui ont une main levée, parce qu'on est plus d'une centaine ce soir qui avons décidé de participer à cette séance-là, malgré le beau temps. Alors, donc, c'est vraiment c'est super, vraiment de vous avoir avec nous ce soir. Pour poser une question, ce n'est pas très compliqué. En fait, vous devez, ça va se faire de façon verbale. Donc, vous devez cliquer sur le petit icône de la petite main que vous voyez. Tout dépendant, là, si vous êtes sur un ordinateur, des fois, c'est en haut à droite. Si vous êtes sur votre iPad, c'est en bas au centre ou à peu près là, vers la gauche. Donc, vous cliquez sur la petite main et moi, ça va me dire déjà, il y a deux personnes qui ont déjà cliqué sur la petite main, donc 2 personnes qui souhaitent intervenir. Ce ne sera pas très long, je vais vous donner la parole. Donc, je vais juste terminer de donner mes consignes. Donc, on va y aller par ordre d'arrivée. Donc, il n'y aura pas personne qui aura des passe-droits. Et je rappelle que s'il y a des journalistes avec nous ce soir, bien, écoutez, ce soir, c'est une soirée pour les citoyens et les citoyennes. Donc, on vous demande, évidemment, s'il y a des journalistes avec nous, de vous adresser aux canaux de communication habituels, donc via le service des affaires publiques de la Ville de Montréal et de l'arrondissement, donc qui est le canal que vous connaissez sans doute. Les questions commencent à arriver. On commence avec la première question de Jean-Denis Godbout. On vous demanderait, M. Godbout, de bien vouloir activer votre micro. Je crois que c'est fait. On vous écoute, M. Godbout. Oui, alors, une première opinion et une petite question. Allez-y. Vous parlez d'un déficit de qualité dans les études. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est concernant le complexe aquatique. Oui. Il y a plusieurs comparaisons. Là. Je pense que l'étude s'est limitée à définir un besoin très petit. Puis, je regarde des villes équivalentes en population, comme là, si vous me dites que Verdun, c'est maintenant 77 000, je sais qu'à Rimouski, qui a 50 000 habitants, il y a un bassin de 50 mètres et un bassin récréatif. Je sais qu'à Matane, le gouvernement vient d'approuver un projet pour une population de 15 000 habitants et ça va être un 25 mètres, 8 couloirs. Et là, on se retrouverait à Verdun avec un autre déficit. Avec 77 000 de population, on devrait avoir 3 fois 25 mètres de piscine intérieure. Donc, c'est votre question, ça, M. Godbout, ou un commentaire? Oui? Non, ça, c'est mon opinion que ça devrait être. OK? Parfait. Et je considère qu'à Ville, je ne suis pas rendu à 2 minutes, là, puis je vais me limiter dans mon intervention. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'à Ville-la-Salle, il y a aussi un bassin de 50 mètres pour une population plus petite que Verdun.
Donc, je ne sais pas d'où les chiffres sortent pour la question du déficit, mais l'autre point que je veux analyser, ma question, c'est est-ce qu'il y a eu, autre que des comptables qui ont été consultés sur toute la question de l'expertise dans le domaine de la natation, du sauvetage? Vous avez dit que ça va servir, et je suis surpris que ce ne soit pas connecté avec l'école secondaire, d'une part, parce que les programmes sport-études sont vraiment définis. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de pensée à des clubs sportifs en natation artistique, dans tous les sports aquatiques. Et là, on parle uniquement de faire de la baignade puis des cours nagés pour survivre, ce qui est très prioritaire, à mon avis, mais qui nécessite uniquement des petits bassins. Mais si on pense votre question, M. Godbout, parce que là, je vois que le temps file, il y a plusieurs personnes qui doivent intervenir. Votre question, c'est quoi exactement, M. Godbout? Vous voulez savoir qui a fait la conception de ce projet-là, c'est ça? Non, pas du tout. Qui va être consulté en termes d'experts aquatiques? Parfait. Très bonne question que j'ai envoyée à Patrick Léveillé. Oui, donc oui, effectivement, pour répondre à votre question, M. Godbout, donc on a fait une étude préliminaire. On va peaufiner le concept, comme on a dit, mais il faut tenir compte aussi pour la Ville de Montréal de la complémentarité avec les autres installations aquatiques sur le territoire. Donc, comme vous l'avez dit, déjà un bassin de 50 mètres à la salle, donc qui est quand même à proximité. On l'a vu dans la présentation sur les plans avec les rayons de desserte. L'objectif, c'est même si sur le territoire, on a une seule infrastructure avec la complémentarité avec les installations des arrondissements limitrophes. Ça nous permet de répondre à l'ensemble des besoins. On a énoncé quels étaient nos objectifs prioritaires là, dans la présentation, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. On a tenu compte là, du développement de clubs de natation, de water polo, nage synchronisé. Donc, tout ce que vous avez mentionné aussi, le parc Arthur-Terrien est quand même bien à proximité là, de l'école secondaire. Donc, ça permet un partage, une mutualisation de cette infrastructure-là. À titre informatif, l'auditorium est utilisé par l'école secondaire, donc on serait dans les mêmes rayons de distance. J'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Godbout, pour votre intervention. Bien appréciée. Merci, Frédéric. Deuxième question maintenant de Alex Wojciechowski. La parole est à vous si vous voulez bien activer votre micro. Bonsoir, Alex. Oui, bonsoir. Tout d'abord, est-ce que je peux vous demander de revenir à l'image de plan de développement parce que j'ai raté qui va être bâti dans quelle année? J'imagine que c'était la dernière slide. Concernant quoi, le centre multifonctionnel? Ou, le temps de développement, timeline. Ah, le calendrier de travail, OK. Si Ouais. on peut remettre ça à l'écran, là, c'était une des dernières diapositives, comme on disait dans le temps, page PowerPoint. Oui, et pendant que vous le cherchez, ma question est vraiment simple. Je ne suis pas vraiment spécialiste au terme de construction, mais la passerelle, est-ce que ça c'est classifié comme un pont? Parce que maintenant, on parle de budget pour bâtir quelque chose, mais est-ce que vos analyses côté finance incluent le maintenance éventuel? Si je ne me trompe pas, ça c'est la responsabilité fédérale, n'est-ce pas? Pour les ponts. La passerelle, moi je passerai à la personne, M. Cardin, Jean? Est-ce que c'est de responsabilité fédérale un pont comme ça? Ou c'est une passerelle? Est-ce que la nomenclature peut influencer? C'est une passerelle, donc responsabilité Ville de Montréal. Là. Écoutez, il y a des éléments qu'on va valider. Là, on n'a pas toutes les réponses. Ce qu'on a fait présentement, c'est une analyse de pré-faisabilité. Donc, on a plusieurs éléments là, qui nous disent que finalement, c'est un projet qui est très réalisable. Là, qui fait quoi puis quelle autorisation qu'on doit obtenir, là, c'est dans les étapes suivantes qu'on va confirmer tout ça. Et pour l'instant, là, c'est un projet là, qui est de passerelle. Puis, on a tout ce qu'on vous a montré, là, c'est ce qu'on peut vous montrer pour le moment. Il y a beaucoup d'étapes à venir, là, finalement. Est-ce que vous avez bien compris ma question? Ma question plus simple que ça. Votre analyse préalable, n'importe quoi, est-ce que ça inclut la portion de maintenance éventuelle? Parce qu'on va bâtir, mais après ça, il faut avoir d'argent pour supporter. Ben ouais. Ouais.
Effectivement, je pense que la question est très claire. M. Cardin. Oui, on vous montre, là, présentement, c'est le coût de construction qu'on vous a parlé, là, les deux montants que je vous ai dit pour les options, là. Mais il n'y a pas d'analyse encore de fait là, où on ne vous a pas donné les détails pour les autres éléments, là. On ne les a pas plus. Donc, il y a beaucoup de choses à confirmer, là. Ça va être difficile de vous donner une réponse sur cette question-là précise. Il n'y a présentement pas de projet là, concret. On a juste comme une idée de qu'est-ce qui peut se faire dans le chenal. Donc, plusieurs options, plusieurs modèles de pompe. Puis, toutes ces étapes-là, puis ces calculs-là vont venir par après. Alors, merci beaucoup, M. Wojciechowski. On enchaîne avec une autre question, cette fois-ci de Jean Poulain. M. Poulain, si vous voulez bien activer votre micro, s'il vous plaît, on va faire la même chose en régie. Est-ce que votre micro est activé? Je ne crois pas. M. Poulain? Oui, OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, merci. Oui, OK. Alors, moi, c'est un peu une question idée, là, si on veut. Je fais référence un peu au monsieur qui parlait d'un exemple à Rimouski. Tu sais, quand tu rencontres du monde un peu partout dans la province, comme là, je m'en vais justement à Mansonville. Puis là-bas, ils ont, parce que vous avez parlé du centre multifonctionnel, mais je n'ai pas pu capter tout parce que je suis en voiture. C'est que, est-ce que vous avez pensé à qu'est-ce qui se fait un peu partout dans la province? Je sais qu'à Québec, ils vont en mettre quasiment à la grandeur là, sur le long terme. D'avoir, par exemple, eux, ils ont beaucoup comme des patinoires, OK, qui est réfrigéré avec un toit, mais pas de mur sur les côtés, qui servent de ça comme marché public, entre autres. Et aussi, en été, il y a du hockey bottine, ils ont du skateboard, ils ont plein d'affaires, ils ont même du pickleball, ils ont toutes sortes de types d'activités. Fait que c'est vraiment multifonctionnel, puis ça fait un endroit aussi... avec les marchés publics, bien, il y a beaucoup, évidemment, d'agriculteurs là-bas, fait qu'à chaque dimanche, tout ça. Puis, ça devient un endroit où, un peu comme dans le temps, les gens se rencontraient sur les parvis d'église, etc. Fait que ça devient vraiment un endroit central, ces endroits-là, puis ils vont en faire de plus en plus partout. Je sais qu'à Québec, il y en a 3 ou 4 déjà, là. Fait que c'est ça. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelque chose comme ça? Je ne sais pas où ça pourrait se faire. Je sais que le toit n'est pas très haut à la station, là, à moins de le jacker puis de réaménager ça pour faire une patinoire qui serait réfrigérée parce que c'est un peu de valeur, mais du hockey, il n'y en a plus. Là. On vient de dire qu'on voudrait avoir un sport national, là, puis ça vient d'être déclaré, mais il n'y a quasiment plus de gens qui pratiquent le hockey là, parce que les patinoires, c'est tout le temps scrappé l'hiver. Mais il y a d'autres endroits dans la province où on prend le taureau par des cornes en faisant ça, puis je trouvais que c'est une bonne idée. Est-ce que vous pourriez considérer ça éventuellement? Merci, M. Poulain. Très bonne question. M. Cardin, vous pouvez répondre à ça, j'imagine. Est-ce qu'on a évalué peut-être une autre option que 4 murs et un toit? Oui, je vais prendre la balle au bon. C'est Frédéric. C'est Patrick, en fait. Donc, on a considéré ça dans le concept préliminaire. On parle d'une patinoire réfrigérée recouverte. Donc, c'est ce qui serait souhaité. Donc, c'est sûr qu'on est encore dans un concept très préliminaire et on doit avancer là, avec les évaluations budgétaires et tout ça. Mais dans la liste de souhaits, puis ce qui est présenté pour le moment, c'est une patinoire réfrigérée recouverte. En fait, je pense que c'est peut-être Mme Mauger qui souhaite intervenir. Oui, allez-y. Oui, bien, en fait, on a une patinoire réfrigérée dans le quartier Wellington de l'église, la patinoire bleu-blanc-rouge, et on en fait vraiment un usage multifonctionnel. À longueur d'année, il y a du Zumba, il y a des ateliers vélo, il y a de l'initiation à la trottinette, au skate. C'est un super lieu de pickleball aussi. Donc, c'est dans cette perspective-là aussi qu'on envisage l'installation du côté de l'île des Sœurs pour en faire une utilisation de 12 mois par année. On pense à couverte parce que même si elle est réfrigérée, quand le soleil tape ou qu'il y a de la pluie, on perd encore plus vite la glace. Donc, on se rend compte que sur une perspective de 2 décennies, si elle n'est que réfrigérée ou elle n'est que couverte, donc à terme, on risque de ne plus avoir de patinoire naturelle et de concentrer donc les installations dans des patinoires réfrigérées et couvertes. Et le lieu ne servira pas de patinoire, mais c'est quand même une belle dalle de béton qu'on utilise pour d'autres activités tout le reste de l'année, puis qu'on permet aussi aux écoles d'utiliser pour les cours d'éducation physique et tout ça. Je ne sais pas si ça répond un peu plus à... Donc, vous dire qu'on a cette préoccupation justement du multi-usage, mais on va regarder les exemples que vous nous avez donnés aussi. Merci, M. Poulain.
Merci. Merci à vous. Soyez prudents sur la route. On enchaîne maintenant avec une autre question. Je n'ai pas le nom de la personne. C'est le 243-505-541-532. Désolé. Si vous voulez vous nommer, s'il vous plaît, ce serait bien apprécié. Et activez votre micro surtout. Est-ce que c'est moi? Oui, c'est vous. C'est moi? Qui ça, vous? Marie-Josée Lévesque. Bonsoir. Bonjour, Mme Lévesque. Oui. Écoutez, d'un point de vue idéologique, je trouve que tous les projets qui ont été présentés sont vraiment intéressants. Maintenant, là où moi je me questionne, c'est dans la conjoncture actuelle où les gens doivent choisir entre se nourrir ou payer un logement. Qu'est-ce que vous allez faire des gens qui dorment dans des tentes sur le bord des rives, près de la plage et tout ça? C'est comme si, moi, je trouve que ce sont des beaux projets. Je pense, entre autres, à la passerelle. Mais pour moi, des logements sociaux, je prendrais cet argent-là, je la mettrais dans le logement social, puis ce serait plus intéressant pour moi. Autre chose, là, je vois que c'est un projet vous entrevoyez 10 à 15 ans pour la réalisation. J'ai vu où la passerelle passe, direct à côté de la plage de Verdun. Personnellement, j'entends tous les arguments que le fleuve est plus étroit, tout ça. Maintenant, je trouve que ça vient vraiment casser le paysage avec la belle plage qui est dans vraiment un environnement naturel. Je trouve ça dommage que la passerelle soit direct à côté. Quand vous parlez d'un centre multifonctionnel un peu plus loin, c'est ça. Je trouve que ça brise le paysage et cette passerelle-là, en tout cas, souhaitons-le, qu'elle soit le plus transparente possible pour qu'elle laisse place à toute la belle nature qui est là. Et qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus? Il y avait la passerelle, c'est ça. Le logement social. Oui, et puis, oui, c'est ça. Au début, on parlait, il y a une grosse différence entre une passerelle pour les piétons et les bicyclettes versus une passerelle pour les services d'urgence. C'est pas mal plus bruyant, une passerelle pour les services d'urgence. C'est pas du tout la même chose pour moi. Disons qu'une passerelle vélo-piéton discrète qui se fond dans la belle nature, c'est une chose. Puis je reviens aussi à tous les gens qui dorment dans des tentes sur les berges, qui, pour moi, devraient avoir un endroit où habiter. Je trouve ça plus important qu'une passerelle. Merci beaucoup, Mme Lévesque. Trois sujets. Oui, trois sujets qu'on a pris en note. Le premier, on va commencer avec, la passerelle en question. Est-ce qu'on va s'assurer qu'elle soit le plus discrète possible, M. Cardin, dans la conception? On ne vous entend pas. Oui, ça, ils sont en train de... Ils sont dans la même salle, c'est pour ça qu'ils se passent l'ordinateur ou le micro, là. Il n'y a pas une grande différence entre faire la passerelle, là, comme vous disiez, à 6,6 mètres là, pour le transport actif et une passerelle à 9,6 mètres. Donc, on est quand même dans un gabarit qui est similaire. Là. Transport, là, quand on dit transport actif, excusez-moi, c'est transport d'urgence. Là. On parle d'un usage là, vraiment là, exceptionnel. Là. On n'aurait pas là, les pompiers qui vont passer là, sur cette passerelle-là tous les jours. Là. On a vraiment là, déjà des casernes de part et d'autre. Donc, c'est suffisant normalement pour répondre à la plupart des appels d'urgence. Donc, ce n'est pas une grosse différence en termes de gabarit là, pour les deux notes. Merci, M. Cardin. Et je pense que Mme Auger qui veut intervenir peut-être sur la question du choix de faire ça au lieu de logements sociaux ou de... Est-ce que vous souhaitez intervenir là-dessus, Mme Auger? Oui, tout à fait. Pour compléter la passerelle, c'est vraiment important pour nous de bien baliser l'usage qu'en feront les services d'urgence. Ce ne sera pas une utilisation systématique. On va maintenir que des liens cyclables de part et d'autre des rives. Donc, on reste dans un parc riverain, ce n'est pas des accès routiers. Donc, ce n'est pas une utilisation systématique là, avec, en temps opportun avec la répartition 9-1-1, il va pouvoir y avoir toute cette coordination pour justement garder au maximum la quiétude et puis cette préoccupation-là, justement, d'avoir une passerelle épurée. Elle nous porte depuis le début, là, justement, même quand on a fait la plage, il y avait en tête cet axe de la rue Galt, Marguerite-Bourgeois. Donc, on savait qu'on allait un jour avoir cette cohabitation-là dans le paysage, puis on va créer justement des zones refuges.
c'est une idée qu'on a sur la passerelle pour aussi en faire un lieu de contemplation. Fait que ça, c'est une chose. Sur l'autre aspect que vous avez nommé, les besoins sociaux, vous avez tout à fait raison, les besoins sociaux sont criants. Ce qu'on vous présente ce soir, c'est vraiment une vision pour des équipements collectifs de propriété municipale, ce qu'est la mission du municipal. Malheureusement, dans les dernières décennies, on a vu un désengagement des paliers, des ordres de gouvernement supérieur en santé, en habitation, puis je parle aussi en santé mentale. Donc, aujourd'hui, on a plein de personnes qui se retrouvent dans nos rues et nos parcs, mais il reste que à l'arrondissement de Verdun, par exemple, là, on a réservé des terrains pour construire du logement social et communautaire. On pourrait en faire 700 en claquant des doigts, mais on n'a pas les moyens de les construire. Donc ça, on va toujours avoir besoin de l'investissement des gouvernements supérieurs. Donc, on travaille ce dossier-là au même titre qu'on travaille le dossier des écoles aussi. Mais c'est difficile pour nous de mettre sur pause ces projets-là attendus de longue haleine et qui sont de la responsabilité du municipal, et on pousse pour que, notamment, la question du logement qui est provincial, la question de la santé est provinciale pour que tous les paliers respectent donc leur champ de compétences puis leur autorité et les moyens financiers qu'ils ont aussi à leur portée. Donc, on travaille aussi là-dessus parce qu'on sait que depuis la pandémie, la situation partout au Québec, y compris à Verdun, les vulnérabilités sont vraiment exacerbées, puis on voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont nulle part où aller. Mais on ne veut pas que nos rues deviennent, malgré tout, nos rues et nos parcs, un hôpital. Donc ça, c'est des conversations sérieuses qu'on a avec nos homologues du gouvernement du Québec, notamment. Merci, Mme Mauger. Merci également, Mme Lévesque, pour votre intervention. On passe à une autre question. Sabina T, si vous voulez, s'il vous plaît, activez votre micro, qu'on vous entende bien. Je crois que c'est fait. Oui, c'est moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci. D'accord. Honnêtement, je voulais seulement faire l'observation que je suis complètement à l'appui du projet de la passerelle parce que moi, j'habite en fait le chemin du Golfe au coin de Marguerite-Bourgeois dans le bâtiment Club Marin 1 et je fais partie il paraît un petit pourcentage des habitants de l'île des Sœurs qui n'ont pas d'auto. Donc, je suis complètement dépendante des transports publics, de la STM. Donc, les coupures dans le système d'autobus qui ont lien avec l'arrivée du REM aussi. Donc, ça me touche beaucoup, beaucoup. Pour moi, une passerelle qui passe là, c'est l'indépendance. Je peux marcher 15 minutes pour arriver au métro de l'église. J'attends, c'est-à-dire que je ne vais pas tenir mon élève pendant 10 ans là, pour que ça arrive. Donc, c'est vraiment ça que je voulais dire. Je n'avais même pas de question. C'est pour souligner mon appui. Merci pour Il y a des gens qui attendent vraiment ça, l'île des Sœurs, qui attendent vraiment ça. Merci d'être leur porte-voix. Merci beaucoup, Sabina, pour cette intervention. On enchaîne avec une autre question, cette fois-ci de Sylvie Séguin. Madame Séguin, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Bonjour, bonsoir. Le bonjour est accepté aussi. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour. J'ai 2 points, il y a une question. Ma première est au sujet du centre aquatique. Vous avez dit précédemment qu'il y avait une étude de faisabilité qui avait été faite. Je pense que c'était par la firme BC2, là, qui est habituée là, dans le milieu. Le budget, ma question est la suivante. Le budget de fonctionnement, est-ce qu'il était positif? Qu'est-ce que vous entendez par positif, Mme Séguin, si je peux me permettre? Bien, le budget à la fin de la ligne, là, parce qu'il va être géré par la Ville de Verdun. Donc, Est-ce que c'est un budget qui est positif ou c'est négatif? Donc, on fait-tu de l'argent avec ça en l'exploitant? OK, là, je comprends votre question. C'est bon. Frédéric ou Patrick? Patrick? Donc, c'est sûr qu'on est dans une étape très préliminaire là, pour le budget, mais non, pour être honnête, le budget, c'est vraiment une dépense. C'est sûr que c'est très important de faire bouger les citoyens, d'apprendre la natation. Donc,
pour nous, c'est quelque chose d'essentiel, malgré que c'est une dépense. Mais il faut aussi comprendre qu'avec le programme de subvention pour la construction du complexe aquatique, il y a aussi un budget d'exploitation qui serait transféré en arrondissement, qui permettrait là, de couvrir les frais d'exploitation de ce complexe aquatique. Et ça les couvrirait en entier? La Ville de Verdun n'aurait pas besoin de mettre de l'argent là-dedans, dans le fonctionnement ou dans l'opération, comme vous dites? C'est sûr que pour l'instant, on est encore dans une phase préliminaire du projet, donc c'est difficile de confirmer à 100% là, que l'entièreté des frais serait couverte par ce montant, puisqu'on n'a pas encore de confirmation là, du montant parce que ça prend un concept final pour qu'il y ait les calculs nécessaires par les services centraux, mais on a bon espoir là, que ça couvre là, en quasi-totalité les frais d'exploitation. OK. Et votre deuxième question, vous avez un deuxième volet, je pense, à votre intervention. Ah, est-ce qu'il est parti? Un instant, désolé. Donc, au sujet de la passerelle, je comprends que c'est un projet, une long shot, comme on dit. Et vous avez dit précédemment qu'il n'y avait pas de réaménagement à faire au coin Gaulle, boulevard La Salle, ainsi de suite. J'ai demeuré 60 ans sur la rue Gaulle, pas loin du boulevard La Salle. Et je peux vous dire qu'avec la plage, la rue Gaulle et le boulevard La Salle, c'est un peu l'enfer dans le stationnement puis dans le va-et-vient des gens. La plage, c'est un super de beau projet, honnêtement. Je vous avais dit aussi précédemment que la passerelle, il n'y aurait aucun véhicule autre que les services d'urgence, donc pompiers, police, à peu près. C'est ça? Plus les vélos, j'imagine aussi, et oui. les gens. Il peut y avoir pompiers, police, ambulance. Les véhicules d'urgence, on inclut aussi les ambulances. OK, les cols bleus ne passeront pas par là. Peut-être une utilisation occasionnelle comme les chenillettes, des petits équipements. OK. OK. Est-ce que c'est ça votre question, Mme Séguin? Bien, je voulais savoir s'il y avait des véhicules et je trouve ça un peu particulier. Je termine là-dessus. OK? Je ne pense pas sûr que j'ai fait tout mon 2 minutes, mais quand même, je vais le terminer. Je vais terminer mon idée si vous me permettez. Bien, oui, allez-y, allez-y. Dans ce secteur-là, si je comprends bien, Gaulle, boulevard La Salle, parc Arthur-Terrien, il va y avoir le méga hôpital, l'auditorium, la plage, le centre aquatique, la rue Wellington qui est fermée tout l'été. Ça va être rock'n'roll, ce coin-là. Là. Est-ce que vous avez pensé à tout cet aménagement là, dans le coin, là, au coin de Gaulle, boulevard La Salle? Avec toutes ces infrastructures en place. M. Cardin, je vois qu'il opine la tête. Jean, est-ce que vous souhaitez intervenir là-dessus ou on y a pensé justement à la combinaison de tout ça dans le quartier? Oui, bien cet été, on est en projet. On a beaucoup d'installations aussi qui vont se faire dans le futur. Là. Tous ces éléments-là, là, on a le réseau routier qui permet de couvrir les besoins de transport. Ce qu'on veut monter ce soir, c'est une passerelle pour les piétons cyclistes. Ce qu'on veut favoriser, c'est justement le transport actif pour diminuer les autos dans les rues. Là. Ouais. Donc, c'est un peu le principe d'avoir moins d'autos. Les gens vont pouvoir circuler plus facilement vers les transports plus lourds. Donc, le REM et le métro de l'Église, par exemple, sont à proximité. Donc, je n'ai pas plus de réponses à vous dire là, pour ça. Là, on est avec un réseau routier, malheureusement, qui est existant comme il est. On essaie de l'optimiser puis de diminuer justement la pression en diminuant le nombre d'autos. Parce qu'on s'entend qu'il va y avoir beaucoup plus de monde avec tout ça, là, le méga hôpital, le centre aquatique. On s'entend que ça va être un secteur névralgique. On parle d'une population quand même, c'est les gens de l'arrondissement qui vont principalement utiliser les installations. On ne parle pas là, vraiment d'un usage là, qui est régional, en tout cas, je ne crois pas. Là. Merci beaucoup, Mme Séguin. Merci, M. Cardin. Je vois le temps qui file. Merci beaucoup. Je vois le temps qui file. Il y a encore beaucoup de mains levées. Donc, on va y aller avec Maraline. Est-ce que c'est Maraline ou Marilyn? Oui, c'est ça. Non, c'est Maraline. C'est beau. Maraline, c'est la première fois que j'envoie ça. C'est très beau. Maraline Gagné, la parole est à vous. On vous écoute. Alors, premièrement, je suis très excitée avec ces projets, spécifiquement avec le centre aquatique.
J'ai 2 jeunes enfants et puis on prend souvent des cours à la salle. Alors, j'ai quelques points, quelques questions. Premier point, je suis vraiment d'accord avec M. Godbout qu'avec la population 77 000 personnes et avec 11 % de la population vulnérable, j'étais sous... on va dire que je croyais vraiment avoir une piscine de 50 mètres. Comme ex-nageuse, ex-lifeguard, quand on offre une piscine de 25 mètres, ça limite le sort de training qu'on peut offrir. Alors, avec une population de 77 000, j'assumais que la piscine serait de 50 mètres. Alors, M. Godbout fait un point excellent. Deuxièmement, c'est ça, j'avais une question précise à propos du financement et l'autre question à propos des timelines. Alors, on parlait, je crois, de 338 millions de dollars, mais est-ce qu'on a eu le financement sécurisé à Verdun pour commencer le projet du centre aquatique? C'est la question numéro 1. Et la question numéro 2, c'est la piscine était supposée être complétée l'an passé. Alors, il y avait un article publié avec Global News qui disait que c'était supposé être complété en 2024. Alors maintenant, on offre un timeline de 5 à 10 ans pour terminer la piscine. Alors, comment est-ce qu'on va garder les timelines? Quand est-ce que le projet va commencer? Alors, les deux, juste pour redire les questions, est-ce que le financement a été sécurisé pour Verdun spécifiquement? Et deuxièmement, quand est-ce qu'on va commencer le projet et garder ça sur les timelines parce que 2024, c'est l'an passé? Très clair, Marilyn. Merci beaucoup. Frédéric ou Patrick, peut-être? Patrick? Oui, pour l'aspect de financement, effectivement, dans l'enveloppe de 338 millions de dollars, le complexe aquatique de Verdun est sécurisé. Donc, on n'a pas nécessairement une année précise de construction encore d'établie. Puis c'est un peu ce que les prochaines étapes vont nous permettre là, en détaillant, en passant justement à l'étape de démarrage, là, comme on dit, à la deuxième étape du projet d'acceptation, de faire avancer. C'est sûr qu'on comprend bien là, que c'est un souhait de la population depuis très longtemps. Donc, on fait tout en notre pouvoir pour essayer de maintenir le plus possible nos échéanciers, mais on n'est pas le seul arrondissement non plus qui pousse de leur côté. Donc, dans les 4 arrondissements là, qui sont prévus dans l'enveloppe de 338 millions, il y a 2 projets qui sont déjà soit en cours de réalisation ou en plans et devis. Donc, il reste 2 autres projets là, qui sont en cours d'élaboration, donc Verdun et la Chine. Donc, on a bon espoir là, avec notre horizon qu'on vous présente aujourd'hui de 5 à 10 ans là, que cela soit respecté. OK. Et l'autre, c'est le timeline, comme vous l'avez dit, l'échéancier. Oui, parce que ça fait 17 ans, je pense. On a commencé à en discuter en 2008 et on est en 2025. Alors, ça fait 17 ans qu'on en discute. Alors, j'aimerais juste discuter des timelines parce que là, le budget n'est pas sécurisé non plus. Là. Alors, en fait, peut-être pour notre budget, notre complexe aquatique fait partie de la prévision du budget de la Ville de Montréal. Donc, oui, on peut dire là, que le projet est sécurisé. C'est juste dans la priorisation entre, par exemple, le projet de Verdun et de la Chine, là, que ça, il reste encore des confirmations à avoir. Mais le fait qu'on soit inscrit dans la planification pour les 10 prochaines années, ça nous amène à croire là, que l'échéancier pourra être respecté. Puis c'est peut-être une étape là, qu'on n'avait pas franchie dans les dernières années là, quand on parlait du projet, avec le dépôt
préalables là, de projets en 2022. Ça nous a permis là, de s'inscrire à la planification décennale là, pour obtenir l'argent, sécuriser l'argent. Fait qu'on est un petit peu plus concret aujourd'hui là, quand on s'adresse à vous face à ce projet-là. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Maraline. Très, très clair comme intervention, comme question. On enchaîne avec une autre question. Je vous rappelle que c'est un tour par personne. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas donner la parole une deuxième fois aux gens qui souhaiteraient intervenir selon la durée qui nous est allouée. Là, on va peut-être revenir là-dessus plus tard, mais pour l'instant, c'est un tour de parole par personne. On enchaîne avec Geneviève Gay qui souhaite intervenir. Madame Gay, si vous voulez bien activer votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous activez? Je vois que le micro n'est pas activé encore. Madame Gay, si vous nous entendez, activez votre micro. Je crois que j'ai réussi. Bon, oui, bravo. on vous entend bien. Yes. Bonsoir. Moi, j'aimerais ça vous amener sur la question des places publiques. Oui. J'ai trouvé que ça manquait de détails un peu. Deux, trois questions rapides. Il y en a une, je pense que vous l'appeliez la place de la zone 4 qui était sous le pont. Vous n'avez pas du tout expliqué, je crois, ce que vous aviez envie de faire là. Il y a une autre très, très petite zone qui semblait être près du centre d'achat, du centre commercial Le Village, qui s'appelait la zone 2. Ça me semble absolument minuscule. Et vous n'avez pas dit non plus grand-chose, mais je ferais peut-être un petit commentaire là-dessus, c'est que des minuscules petites places comme la place de la Marguerite, de la Grande Marguerite, vous avez peut-être remarqué que ce n'est pas très fréquenté. La place de la Grande Marguerite, c'est un terrain qui appartient au privé puis qui est utilisé, en tout cas, il y a une entente pour usage public. Et dans le plan d'urbanisme, il y avait plusieurs endroits où il y avait des projets de, justement, terrain privé avec usage public, de négociations à venir. Ça, vous n'en parlez pas, puis je voudrais profiter peut-être de cette occasion-là pour souligner que à l'époque, on ne prévoyait pas autant d'habitants dans le quartier de la partie nord de l'île des Sœurs et particulièrement de la place du commerce. Ça a comme doublé, triplé, là, les projets de nombre d'habitations qui vont être construites dans ce secteur-là. Déjà, moi, en tout cas, je trouvais que les terrains privés à usage public, c'était vraiment très, très, très chiche comme place publique pour le projet initial. Maintenant qu'on double ou triple la population, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de considérer qu'il y a un sérieux manque d'espace public dans ce coin-là? Beaucoup de choses dans votre intervention, Mme Gay. Il y a plusieurs choses, oui, j'en comprends. Oui, effectivement. Non, c'est très bien. On aime ça. On est là pour ça. Frédéric, ou place publique, c'est Frédéric. Oui, c'est ça, exactement. Oui, bien, c'est ça, je peux peut-être avancer que c'est ça. Ce qu'on vous a présenté ce soir, c'est les espaces que l'on contrôle au niveau public, que l'on peut aménager, réaménager. Puis aussi, dans chacun des projets privés que l'on traite à l'arrondissement, on tente d'obtenir des passages ou des places sur les terrains pour ajouter à ces espaces libres ou semi-publics ou publics là, d'usage pour tous là, dans les différents projets. Donc, c'est une priorité qu'on a à l'arrondissement. Et dans chacun des projets qu'on présente, il y a ce souci-là qui est mis de l'avant. On comprend très bien qu'effectivement, il y a des besoins. C'est pour ça qu'on l'a présenté ce soir et qu'on l'a ajouté à la présentation là, des trois équipements principaux. Là. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être passer à des places plus vastes? Oui, c'est ça, en fait, selon Mme Gay. Là, La zone 4, ça va être quoi? Bien, je ne voulais pas rentrer dans les détails de chacun des terrains comme tel. La zone 4, quand vous référiez, c'est l'espace sous le pont qui est actuellement dégagé entre le boulevard René-Lévesque et la partie donc, où est-ce que le talus de terre, là, ou de béton et de terre. Là. Donc, un espace dégagé qui va être aménagé, qui est adjacent à la station du REM, à la place publique du REM. Donc, c'est sûr qu'en aménageant cet espace-là, si on en parle plus précisément, il va quand même être adjacent aussi à la place du REM. Donc, ça va faire un assez grand espace là, qui va être disponible pour les gens. Même chose pour la place ou l'espace qui va être aménagé par Pont Jacques-Cartier-Champlain, qui est assez grand quand même, et qui, lui, est dédié davantage à un espace de contemplation, de franchissement, de détente et tout ça. Donc, il va y avoir différents espaces qui vont être aménagés tout au long de la réalisation là,
du plan particulier d'urbanisme à cet endroit-là. Et aussi, on pense à ces horizons-là de quelques années. Donc, on peut Mais il y s'attendre. avait peut-être une partie un peu plus politique. Est-ce qu'on pense à reconsidérer un peu, vu que la population va être plus grande que prévu, est-ce qu'on pense à reconsidérer un peu ce qui avait été planifié? Oui, Madame Auger, oui. la question est bonne. Je trouvais que effectivement, si on l'a ajouté à la présentation de ce soir, justement parce qu'on reconnaît que dans la partie nord de l'île des Sœurs, ça fait partie des équipements collectifs là, à développer, les espaces publics. On est à l'affût des opportunités foncières, donc on va essayer d'en faire le maximum, puis on met aussi à contribution les espaces de propriété fédérale, là, qu'on pense au projet héritage ou encore à une rétrocession de terrain qu'on va voir pour connecter le REM jusqu'aux berges. Donc, à ce stade-ci, c'est ce qu'on a présenté ce soir, mais c'est quand même c'est évolutif, puis on va essayer d'augmenter au maximum les espaces publics dans ce secteur-là. Enfin, mais c'est un commentaire bien pris en note, en tout cas. Mme Auger est là, les gens de l'équipe également sont là. Bon, merci beaucoup, Mme Guy, pour votre intervention. Je vous rappelle que c'est un seul tour de parole par personne. Malheureusement, le temps va nous manquer un peu, mais je veux m'assurer que les gens qui n'ont pas encore intervenu puissent le faire. C'est le cas de Mme Suzanne Labrec. Mme Labrec, si vous nous dites... Ah oui, vous avez déjà activé votre micro, c'est bien. Je suis là. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, merci pour cette présentation parce que moi, je suis à Verdun depuis 1989 et propriétaire depuis 1997. C'est la première fois que j'assiste à une présentation claire de tous les projets que vous avez en tête pour les prochaines années. Maintenant, comme Mme Séguin a dit tantôt, moi, je demeure aux Brises du Fleuve. Alors, on est 367 copropriétaires qui déjà sont impactés depuis la plage urbaine ici à nos pieds, vraiment, à côté de nous. La malpropreté, l'itinérance grandissante, les campings et l'achalandage que la plage provoque. Et malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit ça, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de Verdun. Alors, fait que moi, je trouve ça dommage. Ce n'est pas les petites familles, les foyers pauvres de Verdun qui puissent profiter de la plage. C'est vraiment des gens qui viennent de l'extérieur. Alors, au niveau stationnement, ça occasionne beaucoup de problèmes. Mais aussi, moi, ce que je veux savoir, avec l'arrivée de la passerelle et la convergence de tout ce que vous voulez construire, avec en plus l'hôpital, le McDonald's, la piste cyclable du fleuve, qui souvent c'est hasardeux aussi, la plage et les cyclistes, là, ça ne va pas très bien ensemble. L'hôpital, naturellement, les gens qui veulent accéder au pont Champlain ou qui sortent du pont Champlain ou de l'hôpital sans tourner chez eux. La future la piscine également qui va être installée. Alors, la rue Galt, c'est une voie pour descendre. On laisse l'espace pour les cyclistes. Il y a du stationnement des deux côtés. C'est déjà très difficile. De l'église, c'est une voie pour monter avec des stationnements de chaque côté. Fait que ça congestionne à chaque fois. En été, on a la Wellington qui est fermée, même une partie de l'automne. Deuxième été consécutif que Verdun, c'est bouchonné parce qu'il y a plein de travaux. Fait qu'on ne peut pas passer par là. Tout le beau monde se ramasse sur la salle, dont moi. Alors, veut pas, on doit se servir de notre véhicule si on veut sortir d'ici ou aller faire des courses plus loin qu'à Verdun. Alors, la petite rue Brise du Fleuve, on tricote vraiment pour essayer de ne pas faire de mal à personne avec les poussettes, les gens qui vont à la plage, les cyclistes qui se promènent à travers ça. Et là, votre question, Mme Labrec, c'est quoi, juste peut-être parce que je vois le temps qui fait. Oui, parfait, on vous écoute. La future passerelle va nous amener d'autres cyclistes, en plus des cyclistes de Verdun qui vont vouloir l'utiliser. Fait que, qu'est-ce que vous allez faire pour assurer la qualité de vie des résidents actuels? Moi, je parle des Brises du Fleuve, là, mais il y a d'autres résidents aussi sur Galt et de l'Église. La sécurité des cyclistes également, aussi bien de l'île que de Verdun. Parfait. Écoutez, question pour peut-être Frédéric ou Patrick?
Peut-être Jean Cardin C'est sur oui, c'est plus moi Ou qui Jean, vais peut-être, répondre. oui. Écoutez, nous, on voit dans le projet de la passerelle tous des éléments positifs en termes de transport, là. On est vraiment dans du mode de transport actif, là. Vélo et piétons, là. Oui, on comprend que dans le réseau routier, là, on l'a dit tout à l'heure, là, il y a des chantiers, là. Il y en a depuis 2 ans au moins, puis il va en avoir un autre cette année, ou des chantiers qui vont être quand même perturbants, là. Mais l'impact de la passerelle, pour moi, elle est positive. Donc, on va avoir là, vraiment un effet là, intéressant. Puis des cyclistes, là, oui, on peut en mettre sur une passerelle, puis dans les pistes, là, il y a une capacité là, quand même là, encore existante sur le réseau routier, là, puis les pistes cyclables, de part et d'autre. Donc, Mais imaginez-vous la convergence qu'il va y avoir dans un seul secteur, en plus des automobilistes qui veulent circuler. parler de convergence. Peut-être en complément. Ouais. Peut-être ce que je peux vous dire, c'est on a l'habitude de faire des études de mobilité pour évaluer le va-et-vient puis s'assurer que les aménagements sont adéquats. Donc, effectivement, je comprends bien votre préoccupation quand vous sortez du stationnement. En fait, tous les 5 phases des brises du fleuve, vous arrivez sur la rue Galles, puis c'est préoccupant, le va-et-vient, puis pas juste de voitures, là, de tout. Donc, on va s'assurer que la voie publique est bien partagée, qu'il y a un espace pour les piétons, les cyclistes, les voitures, de manière à ce qu'il y ait un niveau de confort en voiture, de voir d'où arrivent les piétons, les cyclistes et autres utilisateurs de la rue pour que les résidents des brises du fleuve sentent qu'ils peuvent aller et venir avec quelques modes de déplacement que ce soit. Là, on a parlé de la voiture, mais ça pourrait être autre chose aussi. Je pense que c'est ce que j'ai capté du fond de votre message et d'une autre intervention aussi, de s'assurer qu'en ajoutant des infrastructures dans ce secteur-là, on évalue aussi plus globalement l'impact. Merci, Parce Mme qu'il Auger. n'y a aucune fluidité présentement. Là. Quand on circule à Verdun, il n'y a pas de fluidité présentement. Galt est bloqué, de l'église est bloqué, la salle est bloquée. Ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait pas juste 2 ans. Là. Alors, la qualité de vie diminue beaucoup quand on reste dans ce secteur-ci. Merci, Mme Labré, pour ce commentaire qui a été pris en note. Il y a des élus qui sont avec nous ce soir et des gens du projet. Donc, on a pris votre commentaire en bonne note. On va prendre 3 dernières questions parce que le temps file, il est déjà 20h30. On va y aller avec avec Olivier Daisy. Oui, bonjour. Donc, bonjour. Ça fonctionne? On m'entend? Oui, très bien. Très bien. Donc, merci beaucoup pour la séance d'information de ce soir. C'était quand même très pertinent. Pour continuer un peu sur tout l'aspect de la voie publique, je suis un cycliste. J'utilise le vélo pour me déplacer, aller au travail, faire mes commissions, etc. dans la vie de tous les jours. Puis justement, le secteur de l'église, la salle, Galt, Gaétan-Laberge, ce coin-là, est un secteur par lequel je passe souvent. J'utilise aussi beaucoup la piste cyclable. Puis justement, je me disais, avec l'aménagement de la piste cyclable, puis là, c'est quelque chose qui a été évoqué à maintes reprises au niveau de l'aménagement de la voie publique, je me disais, c'est de l'église, entre le passage entre la salle et Gaétan-Laberge, c'est 2 voies extrêmement larges dans une direction d'un côté et de l'autre. Un peu de la même chose pour la rue Galt vers justement l'allée des Brises du Fleuve, puis tout ça. L'énorme stationnement du McDo, le stationnement du Saint-Hubert aussi. Je me disais, est-ce que dans le réaménagement alentour justement du parc Gilbert Garriépi pour la passerelle, il y allait avoir une remise, comme une revision, on va dire, de comment toute la circulation par voiture se fait alentour de ce coin-là, parce que au niveau du vélo, c'est quand même assez difficile. Plusieurs fois, j'ai failli me faire happer, etc. C'est aussi des passages qui peuvent être relativement larges. Donc, voilà, je me disais, est-ce qu'il y avait une idée de faire une révision de toute la voie publique dans ce coin-là? M. Cardin, peut-être, vu que ça concerne la passerelle. Je vais y aller avec une pré-réponse. Peut-être Marie-André aussi aura quelque chose à ajouter pour la suite, mais effectivement, la passerelle, l'assise de la passerelle du côté de Verdun, ça sera certainement l'occasion de voir au réalignement des pistes cyclables et aux connectivités à cet endroit-là. Puis comme disait Marie-André, l'a bien souligné, dans l'axe de la Rigarde, de revoir le partage entre les différents usagers. Et il est vrai, Olivier, je pense que tu as misé, tu vois juste, c'est-à-dire que l'endroit devant l'auditorium, cet emplacement-là où se connectent Gaétan-Laberge, plusieurs rues principales d'arrondissement, c'est un secteur assez névralgique à l'arrondissement, puis qui est effectivement
qui est fréquenté par plusieurs usagers de la route. Donc, je pense qu'effectivement, à terme, une certaine réflexion de cet emplacement-là serait souhaitable. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci Frédéric. Merci Olivier également pour votre Peut-être intervention. Oui, Madame peut-être dire, c'est sûr que la rue Hugues, là, entre du côté fleuve après le boulevard La Salle, en ce moment, il n'y a même pas un trottoir des deux côtés de la rue Hugues. Donc, c'est sûr que dès qu'il y a moindrement d'achalandage, là, tout le monde est dans la rue. Donc, effectivement, il va y avoir des interventions à revoir. Là, ça, c'est sans aucun doute. Là. Puis, il y a une réflexion plus large aussi sur la rue de l'Église là, qui mène au boulevard Gaétan-Laberge, c'est encore 2 grandes voies. Il y a de l'espace public à récupérer là pour un autre usage, peut-être qu'un lieu asphalté. Ça peut être une belle placette publique. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de réaménagement dans le secteur. Et puis, on refait le boulevard La Salle progressivement aussi, cette année entre la 2e avenue et Gordon. Donc, on travaille pour les prochaines phases aussi à intégrer cette vision-là pour c'est savoir avoir ces aménagements-là intégrés, ou s'ils ne le sont pas faits à ce moment-là, où on porte déjà cette vision-là pour éviter de défaire ce qui aurait été fait bientôt. Merci. Merci, Mme Auger, pour ces précisions. Merci, Olivier, également, pour votre intervention. Comme je l'ai dit tantôt, on va prendre 2 dernières questions. Je suis désolé pour les autres personnes qui se sont ajoutées après Denise. En fait, on va y aller avec Robert Ouellette. Si vous voulez bien activer votre micro, M. Ouellette, s'il vous plaît. Ah, merci. Bonjour. Oui. Moi, je suis déçu. Bon. Qu'est-ce qui vous déçoit? Encore une fois, j'habite l'île des Sœurs. C'est toujours la même histoire, là, le concept de centralité. Hein, vous avez un concept de centralité et tout doit aller à Verdun. L'auditorium, vous avez mis 50 millions à Verdun en disant que c'était central. C'est quoi après la plage? C'est centralisé. Patinoire réfrigérée, c'est centralisé. Tout va à Verdun. Pourtant, les revenus de taxation qui se trouvent à l'île des Sœurs, vous et moi, vous le savez, là. La vache à lait de Verdun, c'est l'île des Sœurs, et vous installez tout à Verdun. Ça me déçoit encore. C'est votre argument, là, si vous l'avez mis dans vos points, là. Le pourcentage de population. Là, dans vos slides, il y a une erreur. Là. C'est pas très honnête. Là. Vous faites, c'est centralisé, puis vous faites un cercle, puis vous incluez l'île des Sœurs, vous dites que c'est au centre. C'est pas vraiment au centre parce que l'île des Sœurs est enclavée. Alors, pour aller à votre centre aquatique, il va falloir prendre l'auto. Hein? On dit qu'on veut éliminer l'auto, mais pour l'île des Sœurs, il va falloir prendre l'auto. Et vous présentez la passerelle comme la solution miracle, mais moi, je ne crois pas. D'ailleurs, dans votre document, vous dites de 10 à 15 ans. Wow! 10 à 15 ans. Ça ressemble on va faire la piscine, puis après, on verra pour la passerelle. Puis déjà, on peut anticiper que la mise en place d'une passerelle va être dure à faire parce qu'il va y avoir beaucoup d'opposition. Donc, c'est votre commentaire, M. Ouellette. Est-ce qu'il y a une question qui vient avec ça? L'île des Sœurs par un morceau. Vous pouvez répondre, mais il n'y a pas vraiment de question. Moi, je pense que c'est plus un commentaire qui est bien entendu par les élus qui sont avec nous ce soir. Dernière question, cette fois-ci, de Denise. Merci, M. Ouellette, pour votre intervention. Denise, qui était la dernière personne qui avait levé lorsque j'ai annoncé tout à l'heure qu'on allait terminer. Je ne suis pas très gentil, mais on me demande de respecter un certain temps pour la séance de ce soir. Donc, Denise, si vous voulez bien activer votre micro, je crois que c'est fait. Oui, c'est fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse et toutes les autres. En tout cas, je voulais juste dire qu'on a un feu de circulation au coin de Galt et La Salle. Je sais qu'on va tout reconfigurer une fois qu'il y aura une passerelle, mais il faudrait pas attendre 10-15 ans. Il n'y a pas beaucoup de temps qui est alloué aux piétons.
Nous, c'est notre accès au parc. C'est l'accès aussi à la plage, c'est l'accès pour l'auditorium. Et puis, les gens qui ne sont pas en voiture sont nettement défavorisés. Ça prend énormément de temps avant qu'on ait le temps de passer. Puis une fois que notre temps vient, il faut mettre nos patins. C'est rapide, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on pourrait réviser au moins ça pour d'ici au temps que la passerelle va être prête, on aura un accès un petit peu plus sécuritaire? Et ça, c'est ma question. Merci. Parfait. Merci, Denise, pour votre question. Passerelle, Jean Cardin, est-ce que vous voulez... M. Cardin, vous souhaitez intervenir là-dessus? On parlait plus du temps là, du feu sur la salle. Du feu de circulation, oui, c'est ça, avec, en lien avec la passerelle, c'est pour ça. C'est pris en note, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme temps là, pour le passage piéton. Okay, et on va ajuster s'il y a besoin d'ajuster. Mais oui, merci du commentaire. Merci. Merci. C'est pour ça qu'on est là ce soir, pour prendre les commentaires en note. Camille, dernière question. Tiens, on va prendre une dernière intervention, celle de Camille qui n'est pas encore intervenue ce soir. Si votre micro est bien allumé, je ne vois qu'il n'est pas encore activé. Si vous voulez bien activer votre micro, s'il vous plaît, Camille, qu'on vous entende bien. Oui, je pense que... Parfait. Oui, moi, j'habite justement dans le secteur sur Brise-du-Fleuve, étant donné qu'il y a tellement d'installations prévues et actuelles, il y a beaucoup, effectivement, actuellement d'achalandage, depuis surtout l'ouverture de la plage. Ma question, c'est est-ce que c'est possible aussi de repenser aux heures d'ouverture des parcs environnants? Parce que là, actuellement, il y a des itinérants qui sont ici, qui couchent à la Belle Étoile, où toute la nuit, il y a des gens sur le bord de l'eau. Il y a beaucoup de bruit et c'est de plus en plus difficile de laisser nos fenêtres ouvertes parce que la nuit, malheureusement, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou autres et c'est très bruyant. Fait moi, je ne suis pas contre tout ce qui est fait. Je trouve que ce sont de beaux projets, mais notre qualité de vie, je pense qu'autant du côté de l'île des Sœurs qui habite sur le bord de l'eau qu'ici, c'est vraiment, c'est vraiment moins intéressant qu'avant. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen aussi d'avoir des règlements beaucoup plus stricts et suivis dans tous les parcs de l'île de Montréal? Moi, j'ai fait des vérifications. Les parcs ferment de 11h à 6h, mais ici, les gens sont là toute la nuit et souvent nous réveillent. Fait que je voulais simplement valider s'il y avait possibilité de faire la même chose avec les parcs qu'il y a ici à Verdun. Merci Camille. Je vois que Mme Mauger a déjà levé la main, puis je vais même lui demander peut-être de faire son mot de la fin par la suite, si elle le veut. Oui, tout à fait, mais vous avez raison. En fait, nos parcs ferment, ils fermaient à différentes heures. Puis là, je ne me souviens pas si l'année dernière ou l'autre année avant, sans doute l'année dernière, on a uniformisé les heures de nos parcs à Verdun. Ils ferment à 23 heures et ils rouvrent à 6 heures. Là, je ne sais pas si quelqu'un l'a sous la main, mais donc, parce que justement, on voulait donner des leviers aux policiers pour qu'ils interviennent, notamment pour les feux d'artifice. Et donc, les pistes cyclables demeurent accessibles. Donc, il y a quand même des pistes cyclables dans les parcs. Ça, si les personnes empruntent la piste cyclable, peu importe qu'ils marchent ou comment, ça va. Mais juste rester dans le parc après 23 heures, les policiers sont en mesure d'intervenir aux besoins. Ensuite, c'est sûr qu'on ne cherche pas à judiciariser les personnes qui n'ont pas de toit. Donc, dans la mesure où elles ne causent pas de nuisance, là, il n'y a personne qui est sur leur dos. Mais notamment, je dirais, les feux d'artifice, c'est que pour émettre un constat d'infraction, il faut prendre les gens sur le fait. Donc, il faut que les feux d'artifice pètent, explosent. Alors que s'ils se trouvent dans le parc à 1h du matin, puis que les policiers voient qu'ils s'installent pour faire du grabuge, ils peuvent direct leur donner une contravention. Donc, c'est ce qui est fait. Mais je sais qu'il reste quand même du travail à faire du côté des nuisances là, le long des berges. Ça, je veux le reconnaître absolument. Puis, justement, à la recommandation du commandant précédent, on avait modifié notre règlement pour que les policiers puissent intervenir lorsqu'il y a lieu là, avec émettre un constat plus facilement. Donc, on va s'assurer que l'ordre est maintenu pour que vous puissiez ouvrir vos fenêtres. C'est très gentil. Merci. Merci Camille. Madame Mauger, je vais vous laisser le mot de la fin. Je vais revenir après ça pour quelques
quelques interventions, mais très courtes, mais je vais quand même vous laisser le mot officiel de la fin pour les citoyens qui sont avec nous. Ben, je vous remercie énormément, chère communauté, pour votre participation. J'ai entendu des voix que je ne connaissais pas, des perspectives que je n'avais jamais entendues. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Donc, j'ai pris des notes. Je suis certaine que plein d'autres personnes ont pris des notes. J'ai entendu des préoccupations sur la mobilité et j'ai envie de vous parler de notre comité citoyen sur la mobilité durable qu'on a mis en place à Verdun depuis quelques années, qui est porté par Benoît Gratton. On fait de temps à autre des appels à candidature. Donc, ça pourrait être intéressant. J'ai l'impression que tout le secteur qui a été nommé, là, Galt, la salle de l'église Gaétan-Laberge, va être un sujet qui va être ramené dans ce comité citoyen. Donc, peut-être pour les personnes qui ont envie de s'impliquer davantage, rester à l'affût d'un avis public où on ferait un appel à candidature pour, notamment pour le comité mobilité active. On en a d'autres aussi, mais celui-là, je pense que il y a des personnes qui se sont exprimées ce soir qui pourraient avoir envie de s'impliquer davantage dans la communauté. Donc, je vous tends cette perche-là. Je vous remercie beaucoup. Je veux vous dire que la conversation se poursuit aussi. Si vous voulez écrire à un des élus, vous allez facilement trouver nos noms, nos adresses courriel. Vous écrivez, c'est un formulaire, mais on reçoit directement le courriel dans nos boîtes. Donc, si vous n'avez pas pu vous exprimer ou qu'il y a des choses qui vous remontent à l'esprit plus tard, la conversation va se poursuivre au-delà justement de ce soir. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre belle participation. Merci à vous également, aux élus, Mme Mauger. Merci également à tous les élus, les conseillers, conseillères qui étaient avec nous. Il y a M. Godbout qui avait une question tout à l'heure, mais il pourra l'envoyer à son conseiller. Là. Donc, j'ai dû malheureusement respecter les règles qu'on m'avait données là, ce soir pour permettre à tout le monde d'intervenir. Écoutez, merci beaucoup. C'est à mon tour de vous remercier également aux présentateurs là, qui sont intervenus avec une présentation très complète qui a d'ailleurs été soulignée à plusieurs reprises ce soir. Donc, je vous rappelle que cette présentation-là, effectivement, sera disponible sur le site montréal.ca/Verdun. Vous allez pouvoir la retrouver là-dessus. Et un sondage d'appréciation vous sera acheminé par courriel après la séance. On vous demande de prendre quelques minutes. Ce n'est pas très long, une minute et demie. Mais pour nous, c'est super important d'avoir vos commentaires sur le déroulement de la soirée de ce soir. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de soirée, surtout bon été. Merci, à bientôt. Merci, bonsoir tout le monde.